à tous, bienvenue sur paideia.com pour notre premier podcast cinéma. Et pour cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Natchet. Natchet, bonjour. Oui, bonjour Mehdi Candy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc je vais un petit peu vous présenter, parler de vous. Vous me dites si je me trompe. Donc vous êtes une comédienne PMR avec une histoire dans le théâtre qui a duré des années et des années avant. Vous en parlerez si vous en avez envie, votre accident de vie, votre accident de parcours. Donc vous avez fait du théâtre, vous avez été assistante à la mise en scène, vous avez été make-up artiste, et vous avez aujourd'hui envie, avec votre nouveau statut, de reprendre comment dire, la route de la scène. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Écoutez, vous m'avez présenté très rapidement, mais j'avoue que c'est pas simple de condenser toute une vie. Mais c'est assez juste. Donc effectivement, j'ai aujourd'hui le désir de reprendre ma vie professionnelle avec mon handicap, parce que je suis effectivement personne à mobilité réduite, donc je me déplace en fauteuil roulant. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, vous avez eu l'occasion de vous rapprocher du Théâtre du Cristal, qui est un théâtre qui est, on va dire, spécialisé pour les personnes à mobilité réduite et qui a travaillé notamment avec des comédiens qui ont été dans le dernier film d'Artus. Et vous avez eu petite mésaventure, c'est-à-dire que vous avez pu accéder, on va dire, à leur compte, les rencontrer, mais il y a eu des petits soucis de mobilité, mais vous avez quand même pu à nouveau remonter sur scène. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors en ce qui concerne ma mésaventure, parce que je peux pas l'appeler autrement avec le Théâtre du Cristal, d'abord je veux préciser que le Théâtre du Cristal n'est pas un théâtre qui s'adresse uniquement aux personnes à mobilité réduite, mais à toute forme de handicap. Et donc effectivement, j'ai été empêchée justement à cause de ma mobilité. Euh, j'ai eu des, j'ai eu des incapacités de me rendre sur place à cause de la mobilité. Voilà, sans rentrer dans les détails, j'ai jamais eu les véhicules qui venaient à l'heure, qui repartaient à l'heure. Bref, ça a été journée. J'ai pu passer une journée avec le Théâtre du Cristal. J'ai pu effectivement monter sur scène, avoir renoué avec mes anciennes amours. Et ça, c'était juste magnifique. Et ça a suffi pour me redonner l'envie et toujours l'envie d'aller au bout de mes rêves. Très bien. Et dans dans cette quête des rêves, il y a donc votre amour du théâtre, mais aussi votre amour du cinéma. Et on s'est retrouvé, disons, là-dessus. Et on a décidé de trouver une sorte de film commun, si je puis dire, pour nous satisfaire et aussi pour essayer de confronter sans clash ni haine aucune, bien sûr, mais les générations, en l'occurrence la vôtre, génération X, et la mienne, génération Y, qui est Subway, un film donc de Luc Besson, sorti en 1985 et que vous m'avez suggéré, que je ne connaissais pas, que j'ai adoré, qui est, pour faire simple, l'histoire de Fred, donc le personnage principal incarné par Christophe Lambert, qui vole des documents à un homme d'affaires célèbre, et c'est sa femme qui, par une forme de chantage, essaie de lui récupérer comment dire, les documents, et au fil de l'histoire, au fil de l'aventure, c'est quelqu'un qui se perd donc dans les méandres du subway, donc métro en anglais, et où il fréquente la marginalité, les artistes, etc. Il y a tout un parcours comme ça qui se fait. Alors, on fait aussi ce podcast pour fêter les 40 ans de ce film, donc puisqu'on est en 2025, et parce que je commence déjà avec un point de vue personnel, que ce film est un bijou. J'ai vraiment adoré. Et même si je n'étais pas né, et pour être tout à fait honnête, c'est pas exactement ma génération, mais je sentais à travers mes parents et à travers un peu mes grands-parents toute cette ambiance, toute cette atmosphère très chill, très culture punk, post 68 hard, qui était assez intéressante et qui donnait un petit peu envie de rêver. En tout cas, merci pour cette découverte. Oui, c'est tout à fait ça. Merci Mehdi de cette interprétation et de cette introduction. Donc effectivement, je vous ai proposé Subway parce qu'il m'a semblé que c'était vraiment un des rares films sur lequel
on pouvait éventuellement se retrouver et qui, en tout état de cause, mettait, je dirais pas un point final, mais mettait, si quelque part un point à notre génération, en tout cas à ces années 80, 90, voire 2000. Et vous sentiez, c'est ce que vous me disiez, ça vous rappelle un petit peu non seulement des souvenirs de jeunesse, mais aussi des souvenirs un petit peu professionnels. Est-ce que vous vous projetiez à travers ce côté un peu, disons, le nom m'échappe d'Aznavour, le côté vraiment bohème. Et là, pour le coup, où vous pouviez ou pas, ou Non, alors justement aussi, pourquoi je dis que j'aime ce film, ce cinéma, parce que ça met un point final, entre guillemets, point final, justement à cette époque, à cette génération. Mais il faut bien savoir que, hormis le côté un peu édulcoré, cinématographique du propos, qui est excellent, j'aime beaucoup, beaucoup ce film et beaucoup l'énergie qui est mise dans ce film. Luc Besson était très jeune quand il a commencé ce 26 film. ans, Voilà, 26 ans. 26 ans, merci. Et donc il y a toute sa jeunesse, toute sa fougue qui met dans ce film. Et donc oui, Besson met toute sa fougue, toute sa jeunesse dedans. Et néanmoins, ce que je tenais à vous dire, à préciser que ce n'est qu'un film, ce n'est que du cinéma. Toutes ces années ne sont pas, comment dirais-je, youpi tralala, comme j'aime bien dire. Alors, moi, alors c'est très intéressant ce que vous dites et c'est pour ça que je suis content de faire ce podcast avec vous parce que il y a vraiment les deux générations, les deux visions. Euh, je n'édulcore rien, mais je suis obligé de faire le lien avec le subway, donc le métro d'aujourd'hui, donc en 2025, avec le RER, etc., et qui n'a strictement rien à voir. Ça ne veut pas dire que tout était mieux avant. Ça ne veut pas dire non plus que la preuve, il y a une précarité qui est constante dans le film, mais c'est fait avec Avec quand même une légèreté. légèreté et voilà, je suis obligé, désolé, 2025, avec quand même, même s'il y a de la violence, hein, il y a de la violence bien sûr, mais moins de barbarie, en tout cas plus de possibilités. C'est bête de dire ça comme ça, mais de vivre sa précarité en paix. Et c'est ça qui m'a beaucoup interpellé dans ce film. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens évidemment plus démunis que d'autres, ou des artistes qui avaient du mal à s'en sortir. Tout n'était pas parfait à votre époque, tout n'était pas rose, mais les gens pouvaient être dans ce fameux squat avec Jean Reno, qu'on trouve d'ailleurs jeune, moustachu, extraordinaire, et visité de temps en temps par Richard Boringer, le fleuriste un petit peu iconoclaste. Sans avec tous les aléas de la rue évidemment, mais pas avec la même charge qu'aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire, juste par rapport au métro et à la non-possibilité, même aujourd'hui, parfois, sans être dans sans trop en faire, mais de faire un simple changement, quoi. Et c'est vrai que cette photographie de l'époque, même si ce n'est que du cinéma, m'a confronté à la réalité qu'on a nous aujourd'hui. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Vous dites tout à fait juste, hein, et je ne dirais sûrement pas le contraire, bien que je ne fréquente plus le métro, pour les raisons que je vous ai dites au préalable, mais néanmoins, je suis bien au courant de tout ce qui se passe, que ce soit dans le métro, dans les transports. C'est vrai que ces années-là, c'était le démarrage, le début des gares, c'était le début des jonctions avec le RER. Donc, petit à petit, le métro grandissait. Petit à petit, le métro devenait en même temps le RER. Donc, les stations grandissaient. On avait du mal à se retrouver dans les stations, que ce soit Saint-Lazare, Châtelet, Opéra, Léa. C'était vraiment moi-même, quand j'étais jeune à cette époque-là, j'avoue que, oh là là, j'avais même du mal à me retrouver moi-même dans mon métro. Je dis mon métro parce que toute ma vie, j'ai été parisienne. Donc le métro, c'était une deuxième nature. Quand je suis partie de Paris, je vous avoue franchement, le métro me manquait à cette époque. L'odeur du métro, le fait de regarder les gens dans le métro, de voir les gens à l'époque, tout le monde avait un bouquin dans le métro, ou alors rien, où les gens se regardaient, ou alors écouter de la musique. C'était quand même, et oui, je vais passer pour une vieille ringarde, c'était quand même l'époque du Walkman.
sur les oreilles et tout. Mais bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas cette agressivité, cette violence. Néanmoins, euh, le métro, euh, on craignait le métro en tant que femme. D'accord. Je rentrais pas tard, je prenais pas tard le métro. Non, ça a toujours existé. C'est-à-dire, on évite certaines stations, on a toujours esquivé des endroits qui pouvaient être, comme on disait et comme on dit toujours, un peu chauds. Ça, c'est sûr. Ou alors, on était accompagné quand on rentrait tard le soir, ou on était à plusieurs. Le métro a toujours été un coin en même temps de refuge, mais en même temps d'inquiétude. En tout cas pour les femmes. Pour les femmes et même les garçons seuls. Ça a toujours existé. Mais aucune commune mesure avec la violence d'aujourd'hui. Oui, oui, c'est pour ça. C'est pas pour forcément pour ni tout ramener au présent. C'est juste pour faire un petit lien, on va dire, avec l'actualité. Mais ça n'enlève rien au talent de Bakri. Ça n'enlève rien au Ah, talent de Boringer. J'ai vu comment il s'appelle Galabru également, qui par sa simple présence a remis un peu de cinéma des années 60 par son bagou, par son oralité, par sa présence. Ça m'a fait rappeler ça m'a fait penser pardon au film avec De Funès, mais aussi parce que c'est un homme de théâtre, à tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et donc il y a comme un jeu comme ça perpétuel et surtout, et pareil, désolé puisqu'on fête les 40 ans du film, de faire un petit parallèle avec aujourd'hui, le niveau de langage qui n'est pourtant pas du grand théâtre ou du Molière dans le texte, si je puis dire. Il y a du parler vrai, il y a du parler rue, il y a aussi un peu d'argot, mais c'est quand même élevé, c'est quand même enlevé. Et du coup, ça emporte le spectateur avec un jeu scénaristique qui est simple et à la fois complexe, mais ça nous emporte. Je ne sais pas si on pourrait faire un Subway aujourd'hui aussi léger, y compris au niveau du langage. Ça, c'est mon côté un peu génie grec, et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de voir ce film aussi de ce point de vue-là, mais c'était une autre époque. c'est surtout, si je peux me permettre, votre côté littéraire. Oui, c'est possible. C'est possible. Et effectivement, c'est un régal du scénario. Pourtant, scénario relativement simple, parce que le scénario dans Subway, dans la plupart du cinéma de Luc Besson, faut pas oublier que Luc Besson est arrivé à une période où ils étaient trois cinéastes importants donc dans ces années 80, euh, entre Léos Carax, Luc Besson et puis le troisième, euh, comment celui qui a fait comment s'appelle-t-il Les Amants du Pont-Neuf. Les Amants du Pont-Neuf. Euh, il y avait vraiment trois cinéastes qui étaient là et des cinéastes qui se sont, en tout cas pour Luc Besson, qui s'est inspiré beaucoup, beaucoup du cinéma américain et en même temps avec la patte Frenchy. Et C'est ça. c'est ça qui a donné ce côté enlevé et comment dirais-je, et, et vivant Et unique, et et unique. Unique, ouais. unique, Luc Besson. et donner ce côté américain, Et, et, américain à la française. et c'est ça, Et c'était ça, frais à l'époque. c'était vraiment C'était très frais. extraordinaire. On Ouais. rappelle d'ailleurs qu'il n'avait que 26 ans. On rappelle aussi qu'il a travaillé avec Pierre Jolivet, et que la coupe de cheveux de Christophe Lambert, donc de Fred, le personnage, est inspirée de Sting, qui malgré tout est un chanteur américain, et qu'il a fait avec Carini, si je ne dis pas de bêtises, un travail de direction de la photo extraordinaire. Comment il a joué avec la profondeur de champ, avec les perspectives, comment on a l'impression en tant que spectateur d'être aussi dans une rame de métro, mais une rame de métro futuriste, notamment le travail qu'il a fait avec le rouge et le saxophone. Comment on se sent dans le futur, si je puis dire, et en même temps au milieu de gens qui sont dans un dénuement le plus total. Donc il a réussi à jouer comme ça sur le riche et le pauvre, entre le beau et le moche, et entre la dualité de la femme, donc Isabelle Adjani, qui a une petite trentaine d'années, qui est maquée, si je puis dire, avec un homme d'affaires beaucoup plus vieux et beaucoup plus riche d'elle, mais
qu'elle, pardon, mais qui est quand même amoureuse de Fred et qui a du mal à se l'avouer. Donc il y a aussi tout un travail comme ça sur la dualité que Luc Besson arrive à nous faire très finement et comme vous le dites, absolument, entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire que c'est un Français qui réalise. Ce sont des Français, donc avec Pierre Jolivet, ils étaient à l'écriture du scénario. Donc, ce sont des Français qui écrivent pour des Français avec, il n'y a pas plus français que Jean-Pierre Bacry, que Galabru, que Jean-Jacques, Jean-Luc Anglade. Jean-Luc Anglade, pardon, je ne retiens jamais son nom, et en même temps avec déjà l'esthétisation à l'américaine et pour après ensuite faire appel directement pour sa longue carrière à des acteurs américains directement. Et donc c'est un bijou, c'est un film qui emporte et où Christophe Lambert, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, nous rappelle aussi qu'il a une présence magnétique complètement atypique. Vous me disiez que vous l'aimiez dans certains films. Bravo, Mehdi Kendi. Je vois que vous avez bien préparé cet entretien. C'est tout à fait ça. J'ajouterai en plus euh, toute l'histoire de dualité, elle est exacte. Et en plus, j'ajouterai une autre dualité dont vous n'avez pas parlé, c'est le dessous et le dessus, puisque nous sommes dans le dessous, d'accord, puisqu'on est dans les rames et encore, on est encore plus dans le dessous, on est dans le dessous du dessous. C'est-à-dire que euh, euh, une fois qu'on est dans le métro, une fois qu'on est dans le RER, il y a encore des dessous encore plus profonds. Ça descend avec des échelles et tout. C'est vraiment très intéressant. Et vraiment, ça nous emmène effectivement très très loin. Et pour ce qui est des comédiens français, c'est juste un régal. Tous les seconds rôles sont absolument magnifiques. Il y a une distribution absolument extraordinaire dont vous avez cité les noms, je ne le répéterai pas, extraordinaires, avec des postures absolument sublissimes, et néanmoins, on passe de l'un à l'autre de façon très légère, et surtout, c'est-à-dire, c'est comme si nous, on dansait aussi avec eux. C'est comme si nous-mêmes, nous avions cette paire de pattes à roulettes, et on glissait en même temps que les artistes et tout. Et une chose aussi, je voulais, en même temps, ce film, qui est un excellent film, comme on le dit depuis le début, en même temps, c'est tout ça, c'est très, très, comment dire, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est du théâtre, puisque le scénario est très simple, le synopsis, vous l'avez évoqué dès le début, c'est vraiment très simple. C'est une histoire très simple. La jeune mariée qui va tomber amoureuse du bad boy, etc. C'est toujours la même histoire. Et puis avec ce fond musical, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Et après, il y a des tas de personnages qui arrivent, qui entrent, qui sortent, qui repartent, qui reviennent. C'est vrai. C'est du théâtre. C'est limite du vaudeville. C'est extraordinaire. C'était un moment très, très agréable. Je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Et c'est vrai que... mais néanmoins, encore une fois, je tombe pas dans le c'était mieux avant, hein. Je suis absolument pas nostalgique. Donc, Ça, c'est parce que vous pouvez vous le permettre. oui, Non, c'est vrai que je peux me le oui, permettre oui, sûrement, mais vous savez, je crois qu'on peut se permettre ce que l'on veut se permettre. c'est Donc, vrai. voilà. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, bien sûr, c'est pas du tout une attaque, mais c'est vrai que et pourtant, une fois de plus, on parle de gens dans une grande précarité, en grande difficulté, à deux doigts de la délinquance, etc. Et je peux pas m'empêcher, parce que le film s'appelle Subway, c'est vrai de faire voilà, un parallèle, même si la vie a toujours été dure. Mais en tout cas, il y avait, voilà, il y avait, mais aussi, désolé, Je suis désolée, Mehdi Kenny, c'était pas la même précarité. C'était pas la même précarité que celle d'aujourd'hui. oui, oui, c'est vrai. C'était pas la même. C'est vrai, c'est C'était vrai. pas la même. Moi qui viens de cette époque-là, c'était pas la même précarité. C'était pas la même chose. C'était pas la même Vous chose. pensez qu'il y en a plus aujourd'hui, d'où tout ce qui se Ah, passe, c'est ça? c'est différent. Elle est différente aujourd'hui. Hmm. Elle, Tout est différent. ah oui, oui, oui. Tout est différent. Ah Tout oui. a été. Aujourd'hui, c'est une précarité qui vous prend à la gorge, qui vous prend euh, aux tripes. Je sais pas comment l'expliquer mieux. Euh, euh,
à cette époque-là, on avait une précarité plus légère. Peut-être et sûrement, on sort quand même des années 70. On sort, en 81, c'est la 81, Mitterrand donne la liberté aux radios libres. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Donc, c'est vrai. on est dans un mouvement C'est vrai, très libertaire, 80, très... 85 et tout. On va être dans la décennie Jacques Lang. Donc, C'est vrai, c'est au vrai, niveau culturel, il se passe des tas de c'est choses. vrai. C'est-à-dire, c'est dur, c'est dur. Il y a toujours les guerres qui sont là. Il y a en Chine, etc. Je peux même pas vous citer exactement toutes les guerres qu'on a vécues. Et puis, il va y avoir, Yougoslavie, à un moment. oui, il y a eu la Yougoslavie. Il y a eu également, il va y avoir l'Irak. Il y a eu l'Iran, l'Irak. Mais malgré tout, on est toujours baigné par par Ah, cette d'accord, décennie Jacques Lang qui nous je fait comprends. croire, et puis cette décennie de gauche qui nous fait croire aussi. Et nous, comme on est quand même des enfants de cette génération-là, on est des enfants de gauche. Il y a, c'est comme ça, c'est comme ça. Puisque quand quand la France passe à gauche, euh, la France n'a connu que ces années de droite, ces années de Oui, c'est ça. Chirac, Il y avait une pardon, de volonté de... Giscard. La France étouffait, la France Oui, étouffait. oui. Et d'ailleurs, dans le film, je me permets juste de vous couper très rapidement. Dans le film, il y a une scène qui illustre parfaitement ce que vous dites. C'est le moment où un monsieur veut voir un concert de classique, donc pour voir du Brahms, et qu'au final, il y a un concert entre le rock et le jazz. C'était déjà une façon Exactement. de casser un petit peu les codes. Et c'est l'esprit libertaire, donc héritier de toute cette période, on va dire post 68 dont vous parlez, mais qui a duré au final peut-être qu'une quinzaine d'années, 20 peut-être tout au plus, et qu'après vous étiez, si j'ai bien compris, dans une forme de, non pas de rêve éveillé, mais enfin c'est ça, comment dire, de lendemain de soirée un peu trop arrosé, mais de lendemain de soirée sociétal. Et donc du coup, ensuite, nous, une fois de plus, hein, sans se victimiser ou quoi, on prend une autre époque, on va dire, dans la tronche, et aussi, sans trop rendre politique ce podcast, parce que ça reste pour le cinéma, mais il y avait aussi peut-être moins de monde. Ça Moins de reste, monde. ça reste du cinéma, mais pour lequel on peut pas faire les frais de parler de cette époque politique, Oui, puisque ça rentre directement dedans. Les radios libres, on le voit dans le film. Comment dirais-je, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de ce concert pour Brahms, donc qui s'adresse à un public. Euh, élitiste, voilà, choisi, voilà, bourgeois. voilà, exactement, hein, d'un autre âge, enfin plus âgé, etc., ou élitiste, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que au moment où Fred installe donc les musiciens, fait venir tout ça, et où les musiciens commencent à entamer leur, morceau, on voit les jeunes qui arrivent. On voit C'est des très jeunes juste. qui C'est arrivent très vrai. et qui se confondent avec les plus anciens. Et d'ailleurs, on voit même des anciens qui finalement finissent par danser Tout avec à les fait. jeunes. Tout Donc à fait. là déjà, c'est vraiment il insiste sur effectivement sur les générations Tout qui à fait. peuvent être Tout à tout fait. à fait en même temps ensemble. Et ça c'est très fort. Donc voilà. Et il y aurait tellement à dire, mais c'est pour ça, oui, j'insiste. On peut pas. De toute façon, le théâtre, tout ça, ce sont des engagements. Il y a des engagements politiques, mais dans la vie aussi, c'est un engagement politique au sens étymologique du terme, hein, pas politique, pas politique en cartème, quoi. Vraiment politique au Au sens sens. de vie de Voilà. la cité, c'est ça que je veux dire. Exactement, Mm. exactement. Mais c'est très juste ce que vous dites sur cette petite scène. Je me souviens très bien, il y avait deux adolescents avec une crête de punk. C'est aussi la culture punk et donc la culture anti-bourgeoise, Oui. réfractaire, réactionnaire, mais donc du coup au sens propre, c'est-à-dire en réaction à l'ordre établi, puisque aujourd'hui ce mot aurait une autre signification en 2025, mais à cette époque-là c'était plutôt contre l'ordre établi beaucoup plus conservateur et peut-être un peu plus catholique et un peu élitiste aussi, et un petit peu
anciennement coloniale. Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez raison, il y a une sorte de confrontation non-stop des deux mondes, et du coup du métro et à l'air libre, du château, du quasi-château dans lequel est Isabelle Adjani avec son tendre époux, et de la limite quasiment pardon de la cave dans laquelle dorment Jean Reno et Boringer et Christophe Lambert. Donc il y a tout un travail comme ça sur la dualité, et la dualité aussi des couleurs, le travail avec le rouge, je me répète, qui est complètement dingue, et le sens de la perspective. On sent, comme tous les grands réalisateurs, j'ai pensé un petit peu à Kubrick sur certains points, que c'est quelqu'un qui est avant tout un photographe, donc Tout à fait. quelqu'un qui capture par la lumière l'image et qui travaille avec elle. Il superpose ensuite les scénarios, Tout à le fait. scénario pardon, donc l'écriture, il le fait bien, et il a mis aussi du temps à choisir ses acteurs et ses actrices. Parce qu'avant de choisir Christophe Lambert comme personnage principal, il voulait prendre François Cluzet, mais qui selon Gaumont n'était pas suffisamment connu. Et à la place de Isabelle Adjani était censé jouer Charlotte Rampling, qui voulait absolument que son compagnon de l'époque, Jean-Michel Jarre, fasse la musique. Mais Luc Besson étant un ami fidèle, il a gardé Éric Serra, donc pour la musique, donc pour cette BO magnifique, et donc il a pris Isabelle Adjani pour le rôle qui était, oui c'est ça, dans sa trentaine, et qui a apporté toute son toute sa candeur, j'allais dire, Ça fraîchit. toute sa fraîcheur aussi, absolument, dans tous les sens du terme, et qui jure aussi, une fois de plus, cette fameuse dualité, avec malgré tout la dureté, même si on n'a pas la dureté, c'est pas la dureté d'aujourd'hui, mais quand même à l'époque de ces loupards marginaux, prêts à faire toujours quelques larcins, quoi. Donc voilà. Et puis on termine sur une note musicale vraiment très très belle, le fameux titre pardon, It's Only My Mystery de Arthur Simmons, si je ne dis pas de bêtises, où il y a un aspect, comme vous disiez, Jimmy Cliff est donc très liberté. Voilà, il y a quand même de la liberté dans ce film. C'est une ode à la liberté, et en même temps cette liberté, elle vient des sous-sols. C'est-à-dire qu'on sent quand même que, même si, désolé de l'expression, on a les pieds dans la merde, on aimerait avoir la tête dans les étoiles. Super, merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie, Natchet. Je pense que on peut vous retrouver un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous avez un book, etc. En espérant que vous trouviez des projets qui vous correspondent. Et puis au plaisir pour un autre podcast cinéma. Avec plaisir, Mehdi Kani. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous sur Paideia. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux et sur paideia.com. Merci encore et à très vite.